Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous nous suiviez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, voire même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Et oui, aujourd'hui, on va parler musique médiévale, parce que je sais pas vous, mais moi, quand je me balade dans une fête médiévale, j'aime bien m'arrêter pour écouter des groupes qui reconstituent la musique de l'époque, ce qui m'amène à me poser quand même une question, qu'est-ce qu'on sait vraiment de la musique du Moyen-Âge ? Parce qu'en plus, la période, faut bien l'avouer, elle est plutôt longue et depuis, beaucoup de choses ont pu se perdre. Alors, deuxième question, qui découle de cette première question. Ce que l'on connaît de cette musique, comment le sait-on et comment travaille-t-on aujourd'hui là-dessus ? Eh bien, pour le découvrir, j'ai le plaisir d'accueillir Gisèle Clément, une spécialiste de la musique du Haut Moyen-Âge occidental, qui s'intéresse particulièrement au chant de procession et au chant grégorien. Elle est actuellement professeure des universités en musicologie médiévale à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle a fondé en 2014 et dirige depuis le CIMM, le Centre international de musique médiévale du ciel aux marges. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cet entretien. On va pas aller plus vite que la musique. Bonjour Gisèle. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Et merci de m'accueillir, ça va très bien, merci. Écoute, c'est moi qui te remercie vraiment de nous accorder un petit peu de ton temps pour parler de ce sujet du jour, la musique médiévale. Mais avant de partir avec nos instruments sur les routes, il faut que je te pose une petite question que je pose à tous les invités qui passent par ici. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé à t'intéresser à ce type de musique ? C'est un intérêt qui s'est manifesté à partir de l'âge de 17-18 ans, en entendant du chant grégorien. D'accord, donc vraiment assez tôt quand même. Genre, t'écoutais d'autres styles musicaux, puis d'un coup, t'as découvert le chant grégorien. C'est ça. Moi, j'ai eu une formation totalement classique. J'étais flûtiste en conservatoire. Et voilà, j'écoutais ce qu'on pouvait écouter dans ce cadre-là. Et c'est mon père, en fait, qui, entre autres choses, qui était musicien lui aussi, et qui, entre autres choses, passait des CD de chant grégorien à ce moment-là. Et c'est ça qui s'est mis à m'habiter tout de suite. Alors, j'ai mis quelques années avant d'entrer comme étudiante à l'université. J'ai attendu 4 ans après le bac pour me décider. Mais lorsque je suis rentrée en première année de licence à l'université, je savais que c'était pour faire un doctorat en musique médiévale et notamment sur le chant grégorien. Écoute, ça nous change de la plupart des invités dans l'émission qui ont eu des parcours un peu biscornus. Voilà, toi tu savais. Voilà. Oui. Alors j'ai eu un parcours biscornu parallèlement. J'ai fait le CNSM aussi à Paris, en histoire de la musique, en musicologie. Enfin, je suis allée de Montpellier à la Sorbonne, de la Sorbonne à Tours. Et puis, en même temps, au Conservatoire de Paris. Enfin, bref, j'ai tracé mon chemin, mais je savais que ce qui m'animait vraiment profondément, c'était le chant grégorien. Bon, le mot a été lâché, t'as prononcé le nom de la ville de Tours. J'imagine que c'était vraiment la plus belle ville dans laquelle tu es habité, n'est-ce pas ? C'est ça. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Bref. Toi, tu t'intéresses particulièrement, du coup, à la musique du Haut Moyen-Âge. Alors avant de plutôt oui, jusqu'au 13e, on va dire. D'accord, donc ça reste donc, quand même un peu après, ça déborde un peu. Même si mes fonctions à l'université font que évidemment je m'y intéresse aussi, mais mes goûts et ma compréhension intellectuelle, voilà, c'est du Haut Moyen-Âge jusqu'au XIIIe siècle. Est-ce que tu peux nous définir un peu c'est quoi le Haut Moyen-Âge pour les gens qui nous écoutent ? Pour moi, dans le cadre de ce qui m'anime et de ce que j'enseigne, c'est les premières traces musicales, les premières notations musicales qui ont été inventées. Et elles ont été inventées pour porter par écrit le geste qui précède à la production du chant grégorien. C'est le premier corpus qui a bénéficié de l'invention des notations musicales. Et on parle de quelle date à peu près là ? 9e siècle, pardon. 9e siècle, ok. Avant, il n'y a pas de notation musicale. Voilà, comme ça au moins c'est clair. On en parlera d'ailleurs de comment peut-être on faisait sans notation musicale. Mais donc à partir du 9e siècle et sur une aire géographique particulière, toi tu as travaillé ou tu t'intéresses à tout ? À l'Occident, et je dirais même l'Occident chrétien. Voilà, je ne sais pas grand-chose des traditions hébraïques de la même époque en Occident. Pour ça, je renvoie à mon collègue Alexandre Serveux, qui vient d'être élu à la Sorbonne, des traditions islamiques, ou voilà, là j'avoue un peu mon ignorance.
S'il y avait une définition à donner à la musique médiévale, c'est quoi? Alors les musiques médiévales, au moins jusqu'au XIIIe siècle et suivant les corpus musicaux, même après, hein, elles se caractérisent par l'oralité de leur transmission. Elles sont produites, performées, inventées, transmises de manière orale et donc mémorielle. Voilà, ce qui fait les processus cognitifs sont pas les mêmes que pour la tradition écrite. Et la deuxième, à côté de l'oralité et de ce côté mémoriel nécessaire, l'autre grande caractéristique, c'est que ce sont des musiques modales. Voilà. Et qui s'inscrivent, la modalité qui s'inscrit dans une échelle sonore non tempérée, une échelle sonore naturelle, entre guillemets, ou pythagoricienne, puisque c'est lui qui l'a démontré. Voilà, les hauteurs de son sont les sons naturels, c'est-à-dire ceux qui sont constitutifs de tous les sons qu'on entend dans la nature et qu'on produit par la voix. Alors, on a une certaine image, enfin pas une image d'ailleurs, quand on dit qu'on a une image en tête, si on parle d'un son, on parle de quoi alors? On a tous un son en tête des instruments qui pouvaient potentiellement être utilisés pour la musique médiévale, parce que finalement elle baigne aussi pas mal dans la pop culture qui nous entoure. En réalité, donc, quel type d'instruments étaient utilisés Les instruments sont très 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 nombreux. Hein. L'instrumentarium médiéval, il est très vaste. Et il comprend des instruments à cordes, à vent, des instruments à percussion, des instruments à membrane, enfin, tous les types d'instruments qui existent partout. Des cordes frottées, des cordes pincées, des cordes frappées un peu plus tard à partir de... Il y a tous les instruments, vielle à archer, luth du Xe siècle, luth du XIVe, des guiternes, des naquers qui sont des instruments à membrane, à percussion, des flûtes, des chalemis, des hautbois, des instruments à hanche double, à hanche simple, des cornemuses. C'est très 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 varié. Alors, en tant que profane, je dois t'avouer qu'il y a à peu près un instrument sur deux que tu viens de citer que je ne connais pas. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont disparu? Oui, alors, de l'Occident moderne, tel qu'il se définit à partir du 19e siècle, hein, l'Occident éduqué moderne, oui, ces instruments-là ont disparu. En revanche, certains, on les trouve encore dans les musiques traditionnelles. C'est le cas de la cornemuse, c'est le cas du tambour à cordes, c'est le cas voilà, d'autres instruments, de la vielle à roue. Mais ces instruments médiévaux, on les trouve aussi, on trouve leurs cousins en quelque sorte dans d'autres pays, en Grèce, en Turquie, au Maghreb et même plus loin. Les modes de fabrication continuent d'exister, pas chez nous, mais ailleurs. On nous demande si à l'époque ça existait déjà les cordes métalliques. Dans certains cas, oui, puisqu'on a des traces écrites de harpes aux cordes en argent. Alors, c'était certainement pas les plus courantes, hein. Et les psalterions, visiblement, ils ont toujours été cordés avec des cordes en métal. Alors que les autres instruments à cordes sont des cordes en boyau. C'est quoi un psalterion? Un psalterion, c'est l'équivalent du kanoun au Maghreb. Alors si je qualifie ça scientifiquement, organologiquement, c'est une cithare sur table. En fait, c'est un instrument dont la caisse de résonance est horizontale et sur lequel les cordes sont tendues parallèlement à l'horizontale. Les cordes, elles sont accordées en chœur, c'est-à-dire qu'il y en a 2, 3, voire 4 qui font le même son, qu'on frotte, pas qu'on frotte, mais qu'on pince en même temps. Et on le joue soit avec les doigts, soit avec le plectre, soit posé horizontal sur les genoux ou sur une table, soit vertical contre le corps. Et j'ai d'ailleurs un doctorant qui est en train de finir une thèse sur cet instrument et qui est musicien et qui donc expérimente les différents modes de jeu qui sont induits par l'observation de l'iconographie. Il y a plein de gens qui posent des questions et qui ont l'air super intéressés dans le chat. Quelqu'un qui dit mais c'est comme le guqin chinois, je sais pas si je le prononce très bien. Oui, c'est une grande cithare sur table millénaire
Oui, c'est ce genre-là d'instrument. C'est la même famille, en tout cas. Durant la préparation de l'entretien, et là, à l'instant, il y a quelques minutes, tu nous as dit que on était sur des tonalités modales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? La modalité, c'est une forme d'organisation des sons, de hiérarchisation des sons dans l'échelle sonore. La modalité telle qu'elle on va dire, théorise, se fixe un peu à partir du 8e siècle, elle comprend 8 modes, 8 manières d'être, voilà, qui se caractérisent par l'intervalle formé entre la finale, c'est-à-dire la note, le son qui finit une pièce, et la corde de récitation, c'est le son sur lequel, ça c'est surtout vrai dans le chant grégorien, le son sur lequel le texte est récité, donc il y a un intervalle de tierces, de quartes, de quintes, voire de sixtes, suivant les modes, et à l'intérieur de cet intervalle, ce qui caractérise chaque mode, c'est l'endroit où se situe le demi-ton. Si c'est entre le premier et le second degré, entre mi et fa par exemple, ou si c'est entre le 3e et le 4e, etc. Donc c'est à la fois l'intervalle entre les 2 degrés fondamentaux du mode et la place du demi-ton à l'intérieur de ce mode qui fait qu'on reconnaît le mode à l'oreille. Et ce qui caractérise la modalité, c'est que certains intervalles sont absolument fixes. C'est le cas de la quinte. La quinte, c'est la quinte juste, qui proportionnellement fait 3 demi d'une longueur. Mais ce qui caractérise la modalité, c'est que au-delà de cet intervalle qui est extrêmement fixe et qui doit être absolument juste, d'autres intervalles comme la tierce, la sixte, la seconde, eux bougent. Ils sont instables. Voilà. Dans une même mélodie, ils peuvent être plutôt grands, plutôt petits, etc. L'intervalle de seconde, par exemple, le ton, il est différent d'un mode à un autre mode. Voilà. Donc c'est une musique, une musicienne, il y a une 50aine d'années, disait c'est une musique qui se bouge. Voilà. À condition que la quinte reste absolument fixe. Oui, comme le dit quelqu'un dans le chat, la musique, c'est technique. Il y a vraiment toute une éducation et un vocabulaire. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui passent quelques années à étudier le sujet. Ces musiques, est-ce qu'elles sont similaires à nos musiques plus contemporaines? Pas du tout. Moi, j'aime bien dire toujours le Moyen-Âge est un ailleurs, et notamment du point de vue sonore. L'environnement sonore, le paysage sonore, comme on dit aujourd'hui, est absolument différent du paysage sonore aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Et alors pourquoi? Parce que la société a évolué ainsi, et c'est dû à la société moderne, à partir de la révolution industrielle. Mais donc on n'a pas la même façon de construire la musique? Non, non, du tout. On ne pratique plus la modalité. Voilà, on a un système qu'on appelle la tonalité, ou la tonalité, plus tard la l'apostrophe atonalité, mais enfin qui réfère au système de la tonalité. Non, on n'est plus du tout dans le même environnement sonore. Est-ce qu'à l'époque, il y avait quand même différents types de musique et de chant? Moi, par exemple, je suis plus à la base métal que rap, même si j'écoute vraiment les deux. Il y avait des équivalents? Alors, du métal et du rap, certainement pas, mais différents chants, oui, dans le sens où la musique en général, elles accompagnent tous les moments de la vie au Moyen-Âge. De la vie privée, de la vie publique, de la vie religieuse, de la vie profane, de la vie collective, de la vie individuelle. La musique, elle accompagne absolument tous les moments, comme dans les sociétés traditionnelles aujourd'hui. La musique dans tous ses états, c'est-à-dire de la manière la plus simple à la manière la plus virtuose. Au sifflotage dans la cuisine, quoi. Oui. Une mère qui chante les berceuses aux enfants, etc. Mais de ça, on n'a aucune trace écrite, en fait. C'est une infime partie de la musique qui a été posée par écrit, sous la forme de différents types de notation musicale. Et donc on n'a pas on a quand même des textes qui nous parlent justement de la musique profane, de celle qu'on pouvait faire à la maison ou... Oui, il y a des textes qui décrivent des scènes. Après, il n'y a pas de notation musicale. Ce que je voulais dire aussi sur la musique, c'est que pendant toute la période médiévale, la musique
et ça c'est exposé dans des tas et des tas de textes, d'intellectuels de ce temps, la musique, elle est représentation ici-bas de l'ordre du monde. Donc elle est vraiment au cœur de l'organisation du cosmos. Platon l'avait déjà montré dans le Timée, certains textes de l'Ancien Testament le disent aussi. Platon, il le démontre, lui, mathématiquement. Et c'est vraiment cet enseignement qui est produit jusqu'au XVe siècle. Hein. La musique, c'est la représentation ici-bas de l'ordre du monde. Le monde est musical. Le cosmos est musical, mais les oreilles humaines ne sont pas aptes à l'entendre. L'être humain est musical. S'il est harmonieux, c'est qu'il est musical. Harmonia, c'est la musique, hein, étymologiquement. Mais là, pareil, nos oreilles ne nous permettent pas d'entendre la musique que notre corps, notre raison et notre âme forment. En revanche, la musique qu'on entend, eh bien, c'est la représentation sonore des proportions qui sont celles qui organisent le monde. Et ça, je pense que c'est intimement lié au fait que la société médiévale est fondamentalement une société de tradition orale. C'est-à-dire qu'on se repère dans le monde avec la vue et le son. Certains diront plus tard que ce qui est au cœur de toute chose, c'est les mathématiques, mais vu que la musique, c'est un peu mathématique... Ah mais carrément. Oui. Les intervalles musicaux, je parlais de la quinte tout à l'heure, sont des proportions numériques. L'octave, c'est 2 sur 1, la quinte, c'est 3 demi. Ça vient de l'enseignement tel qu'il est produit dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. En fait, on travaille avec un instrument qui s'appelle le monocorde. Et le monocorde, il est conçu pour montrer les intervalles, montrer avec la vue. Voilà, donc si on pince la corde, elle produit un son. Si on la divise en 2, elle produit l'octave. Si on la divise en 3 demi, elle produit la quinte, etc. Et donc ça montre que l'enseignement était fait à partir du monocorde, et ça marche aussi avec les instruments avant à perce naturelle. Voilà, les flûtes qui sont produites dans des roseaux ou dans du sureau, dont on ne touche pas la perce, c'est le trou à l'intérieur. Voilà, donc là aussi ça marche comme ça. La longueur de tuyau produit un son, la moitié produit l'octave, etc. Donc oui, l'organisation du monde pour les médiévaux après Platon, hein, et la Bible, elle est numérique, et les nombres qui organisent le nombre sont les intervalles musicaux. Voilà, c'est pour ça que la musique, c'est vraiment la représentation, c'est l'essence même du monde, en fait. Alors, tu nous dis que la musique était absolument partout. Est-ce qu'on a des exemples de lieux où il n'y en a pas, justement? Alors là, tu me poses un peu une colle. Oui, la musique, elle est dans les, comment dirais-je, elle accompagne le travail, les fêtes, les moments privés de la vie, les berceuses des enfants, elle est sur les places, elle est dans les rues, alors certains jours plus que d'autres, hein. Je dis pas que c'est tout le temps, mais le jongleur qui est le musicien professionnel, il se produit dans les rues, sur les places. Voilà, elle est évidemment dans les lieux sacrés, puisque le chant, c'est l'expression même de la liturgie. Je pense que la musique est partout, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Encore qu'à Montpellier, en termes de musique de rue, on soit bien servi. Et c'est tant mieux. À Tours aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après, on a toutes les applications où on peut écouter la musique. Voilà, aussi, alors les technologies, effectivement, aujourd'hui, bon, ça c'est autre chose qui n'existe pas évidemment au Moyen-Âge. Alors, on a vraiment beaucoup de questions. On nous demande, tu évoqué le fait que toi tu travailles surtout sur le grégorien. À partir de quand les instruments ont accompagné la voix? Dès qu'ils existent. Alors après, effectivement, au début de l'Église, puisque tu fais le lien avec le chant grégorien, au début de l'invention de l'institution ecclésiastique et du moment surtout où le christianisme devient religion d'État, une religion publique et non plus clandestine, on a privilégié le chant et on a exclu les instruments. Voilà, par référence à des pratiques qui pouvaient avoir lieu dans l'Antiquité, etc., et dont on voulait se détacher. Cela étant, l'instrument est revenu même au sein de l'Église, hein, on le voit avec l'orgue.
Voilà, les premières traces d'orgue dans les églises, c'est 11e siècle, 12e. Ce qu'on appelle l'organistrum, qui est une vielle à roue qui se joue à deux, une grande vielle à roue, qui est faite pour accompagner le chant. Il est vraisemblable qu'elle ait été pratiquée aussi dans les églises, enfin que les chantres l'aient pratiquée. La vielle en 8, c'est une vielle à archer, un peu comme une viole de gambe, tu vois, qui se tient sur la jambe, assis sur la jambe, avec un archet qu'on joue par-dessous. Cette vielle en 8 aussi, elle n'est représentée dans l'iconographie que exclusivement dans des scènes ecclésiastiques. Je crois que dans le traité de Jérôme de Moravie, à la fin du XIIIe siècle aussi, il est mention de la vielle. Donc les instruments sont revenus à l'Église, hein, dans certaines circonstances, etc. Mais sinon, en dehors de l'Église, l'instrument, il est très commun, je pense. Oui, donc tout le monde peut jouer un instrument. Par exemple, si on se fie à l'iconographie et au texte littéraire, hein, au texte descriptif, la vielle à archer, par exemple, celle qui se joue à bras comme ça, comme un violon. Hein. Ça n'est pas du tout un violon, hein, organologiquement parlant, mais la position est la même. Cette vielle à archer, on sait qu'elle a pénétré tous les milieux sociaux, entre le XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle, la cour, les milieux paysans, tous les milieux sociaux, absolument. Oui, donc quand dans La petite maison dans la prairie, on voit Charles Ingalls qui est genre son petit banjo, on peut imaginer la même chose durant l'époque médiévale ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les gens devaient même se fabriquer leurs instruments. Ah oui. Le métier de luthier, là aussi, j'ai un doctorant qui finit une thèse sur la vielle et qui pense que le métier de luthier, de facteur d'instruments, est apparu dans le courant du XIIIe siècle. On disait plus tard, hein, jusqu'à présent. Lui, il a trouvé des sources, voilà, qui feraient remonter ça au XIIIe. Ça reste tardif, même si lui avance cette date-là, tu vois, en tant que profane, moi je pensais vraiment que c'était un métier qui était plus ancien que ça. Non, non, non. De toute façon, les historiens considèrent que jusqu'au XIIIe siècle, les gens se font tout. Les vêtements, les ustensiles, les meubles, ils se font tout, eux-mêmes. Est-ce qu'on avait des musiciens professionnels ? Bien sûr. Alors, tu parles du monde profane ? Oui. Oui, c'est le jongleur. Les jongleurs sont des musiciens professionnels. Les jongleurs, ce sont eux qui diffusent ce qu'on appelle les chants de troubadour, par exemple, ou de trouvère. C'est pas le troubadour qui diffuse, hein. Le troubadour sous la fenêtre de sa bien-aimée, ça c'est une image d'Épinal, mais c'est pas médiéval. Mais les jongleurs, ce sont eux qui diffusent, ce sont eux par exemple qui chantent, qui proclament les chansons de gestes, qui racontent sous la forme des chansons de gestes, et ils vivent de ça, hein. Ils vivent de. Alors ils sont pas que musiciens, ils dansent, ils jonglent, ils montrent des animaux, enfin, il y a une chanson de troubadour d'ailleurs qui décrit tout ce que doit savoir faire un jongleur. Voilà, qui énumère tous ses savoir-faire. Et ils vivent, bien sûr, ils vivent de leurs prestations, c'est ceux qui les regardent, qui participent, qui leur donnent les pièces pour vivre. Ensuite, ils peuvent être invités dans les cours aussi, hein. Voilà, et puis à l'église, ce sont les chantres, hein. Ce sont des chanteurs, certes, qui sont religieux, en premier lieu, mais qui, contrairement à ce qu'on a dit aussi pendant longtemps pour le clergé, enfin pour les chantres occidentaux qui travaillent leur voix, hein, qui sont de véritables chanteurs. Et alors, je plaquais un peu toutes mes... Et chanteuses chez les femmes, hein, bien entendu. Il y a pareil dans les monastères féminins, hein, c'est pareil. Elles chantent exactement pareil. Mais alors, du coup, est-ce qu'on a quand même, on a des stars à l'époque, ça se passe comment en fait ? Je plaque mes perceptions très contemporaines. Est-ce qu'il y a des concerts quand le gars arrive en ville, il se passe quoi ? Il va coller des affiches ou il va dans un coin et il commence à chanter pour attirer les gens ? On a très peu de noms, hein. L'essentiel de la musique reste anonyme. On a très peu de noms. Certainement que lorsqu'un jongleur prévoit de se produire sur une place dans une ville ou un village, il le fait savoir. On proclame les bans. Hein, les bans, c'est ces annonces qui sont publiées, mais c'est-à-dire rendues publiques oralement. Hein, le bannier, c'est celui qui produit, qui dit les nouvelles en fait.
Donc, je pense pas l'écrit n'est pas suffisamment la norme pour que ça passe par voie d'affichage. En revanche, ça passe par la voix réelle de ceux qui proclament les bancs et sans doute des jongleurs lui-même, hein. Comme ça se fait encore dans certains villages d'Italie aujourd'hui, hein. La chanteuse Patrizia Bovi, qui dirige l'ensemble Micrologus, qui est l'ensemble de musique médiévale italien le plus ancien. Ils se produisent depuis 40 ans. Patrizia Bovi, elle a travaillé aussi à une thèse sur les laudes. Ces chants chantés dans les confréries, des chants religieux, mais chantés dans des confréries. Voilà, pas dans des monastères, etc. Et elle a collecté, elle a enregistré encore dans des confréries aujourd'hui ces chants avec les types de voix très particuliers qu'ont ses confrères pour chanter ça, etc. Et elle me parlait aussi de l'équivalent, ça s'appelle plus jongleur aujourd'hui, mais de gens qui donnent rendez-vous tel jour, telle heure, sur telle place. Voilà. Comment est-ce qu'elles étaient écrites, ces musiques à l'époque? Parce que tu nous dis que c'était principalement transmis de manière orale, donc en plus on imagine que le répertoire il devait être un petit peu peut-être modifié, chacun avait sa variante ou ajoutait sa petite patte, j'imagine. Tu prononces le mot exact justement en disant variante, hein, c'est comme ça qu'on appelle les menus différences dans une seule fin. On prend un chant et c'est vrai que même le même chanteur va faire des variantes d'une prestation à l'autre, comme font les chanteurs traditionnels aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vas écouter un concert, un programme d'un chanteur traditionnel qui diffuse et qui va donner son même programme 15 fois. Voilà, lui, il va te dire qu'il a fait 15 fois pareil, alors que nous, on va entendre qu'il y a des variantes dans telle mélodie, ceci, cela. Mais c'est des variantes qui n'affectent en rien l'identité, la modalité, la grammaire musicale du chant. C'est simplement des variantes liées à l'humeur du jour, à ce qu'il veut y mettre dedans tel jour et pas tel autre, etc. Donc oui, il y a des variantes, bien entendu, mais qui n'affectent pas l'identité et surtout la modalité du chant. Et alors du coup, pourquoi on a commencé à les mettre par écrit? Ah, ben ça c'est la grande question. Je disais tout à l'heure que le premier corpus qui a bénéficié de l'invention de la notation musicale, c'est le chant liturgique, c'est le chant chrétien occidental qu'on appelle le chant grégorien. Et ça, c'est quasiment jusqu'au début du XIIIe siècle, il y a quasiment que ce corpus-là qui bénéficie de notation. Les corpus profanes, c'est plutôt à partir fin XIIe, début XIIIe siècle qu'on va commencer à les noter. Deuxième chose importante, les musiques qui ont été notées, les chants qui ont été notés, c'est des chants qui émanent des milieux lettrés. Donc de ce que les historiens appellent l'élite lettrée, c'est une infime proportion de la société. Troisièmement, l'écriture, elle a à voir avec le pouvoir. Ça, c'est une grande théorie des ethnologues et des ethnomusicologues. Ça a à voir avec le pouvoir. Alors, pourquoi au IXe siècle? Au IXe siècle, en Occident, on vit ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, c'est-à-dire ce temps sous Charles le Chauve où la situation politique et sociale s'est stabilisée et où on connaît une effervescence, on dirait aujourd'hui intellectuelle, artistique. Le mot n'existe pas au Moyen-Âge, pas dans ce sens-là en tout cas. Mais nous, on dirait ça aujourd'hui. Et on attache de l'intérêt à l'écriture. C'est le moment où on invente, par exemple, la graphie caroline, qui est à la fois plus aisée à lire et plus aisée à écrire. Voilà, donc il y a un intérêt accru porté à l'écriture sans que ça devienne la norme de transmission, entendons-nous bien. Ça ne rompt en rien la transmission orale. Et c'est dans ce contexte intellectuel-là qu'on invente des notations musicales, parce qu'elles sont régionales, pour le chant grégorien. Donc les prémices, les toutes premières sources qu'on trouve, c'est courant 9e, et ça se généralise à partir du début du Xe siècle. Ah oui, donc si c'est régional, parce que moi j'allais te dire, mais peut-être que si ça se répand dans le milieu ecclésiastique, c'est peut-être parce que justement il y a une structure, entre guillemets, mais si la notation est régionale, ça veut dire que d'une région à l'autre,
on comprend pas. Voilà. Alors pendant longtemps, les théories des musicologues voulaient que ce soit lié à la diffusion du répertoire grégorien, carolingien, etc. À cet écueil près, c'est que chaque région développe sa graphie. Voilà. Et ces graphies, ce sont en fait, on les appelle des neums, qui viennent du grec neuma, qui veut dire le geste vocal, le signe, le geste qui est traduit par un signe en fait. Et ce qui est noté par la plupart de ces notations, c'est le geste vocal produit par le chantre dans son corps quand il produit le chant. Voilà. Donc en fait, ce sont des notations qui ne se déchiffrent pas, mais qui sont intimement liées au fait que le chantre, il connaît le répertoire de mémoire. Voilà. Et ce que le copiste pose par écrit, le copiste qui peut être le chantre lui-même, d'ailleurs, c'est le geste qui est produit, les tensions, les détentes, les mouvements ascendants, descendants, la manière de produire les sons, etc. Et ce qui est intimement lié à l'oralité et à la modalité, c'est que ce sont des musiques, alors c'est vrai du chant grégorien, mais c'est vrai de toute la monodie profane aussi. Et on n'a pas, comment dirais-je, nous on raisonne en termes de notes musicales aujourd'hui. La notation de notes, la notion de notes n'existe pas en soi, c'est pas cette conscience-là qu'ils ont. Ce sont des musiques qui procèdent par formules. Ce sont des formules musicales qui sont intimement liées au mode et qui sont là pour révéler le mode et les degrés forts dans le mode. Donc, ce qu'agence l'esprit, l'intellect de celui qui produit un chant, ce sont les formules, c'est pas des notes. Ouais. Même s'il peut avoir conscience des notes, quand il accorde son instrument, il accorde note à note. Voilà. Mais comment dirais-je, ce à partir de quoi est conçu, et ça c'est directement lié au phénomène de la mémoire. Donc c'est vrai dans des tas d'autres sociétés qui existent encore aujourd'hui, de tradition dans laquelle la musique est de tradition orale, ce sont des formules qui sont agencées entre elles. Et les notations pneumatiques, ce sont ces formules qu'elles transcrivent. J'imagine, on y reviendra peut-être après, mais que du coup, le fait d'étudier aussi des sociétés contemporaines qui pratiquent cette transmission orale, ça a pu aider à comprendre peut-être... C'est mon avis, c'est pas forcément l'avis de tous les musicologues médiévistes, mais c'est le mien, oui. Avec évidemment comment dirais-je, il faut rester critique. Il ne s'agit pas de plaquer des savoir-faire d'une société sur une autre société, ça. C'est un non-sens. Mais ce qui est important, je trouve, à comprendre grâce à ces musiciens-là, c'est les processus mentaux. Les processus liés à la mémoire orale, qui ne sont pas du tout les mêmes que les processus liés à une mémoire de l'écrit. Et alors, ces textes qui nous sont parvenus au Moyen-Âge, on en a beaucoup? Oui, il y a des milliers de manuscrits, je pense. Pour le corpus grégorien, ce qui n'est pas le cas pour le corpus profane, là, il y en a beaucoup moins. Par exemple, les manuscrits qui conservent les mélodies notées des chants de troubadours, donc de la poésie lyrique occitane, il y en a 4. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça on en avait déjà un peu causé, bon, c'est plus compliqué déjà. Ou même les pièces de théâtre ou autres, il y en a moins que plusieurs milliers, donc c'est quand même une chance de pouvoir travailler sur un corpus aussi riche. Oui, ben, c'est un de ses intérêts aussi, c'est qu'on peut effectivement apprendre beaucoup de choses de la comparaison des manuscrits entre eux, de la manière dont les corpus se sont diffusés, ont circulé ou pas, bien sûr. Et parmi tous ceux qui nous sont parvenus, tu penses que ça représente une bonne proportion ou il y avait encore justement une proportion non négligeable qui a disparu en fait et que... Il y a une proportion qui a disparu. Après là, ça dépend. Si tu prends la région où je vis, par exemple, hein, au sud de la Loire, les guerres de religion au XVIe et au XVIIe siècle ont fait énormément de dégâts. Donc les bibliothèques actuelles conservent beaucoup moins de manuscrits de chants grégoriens dans le sud qu'au nord de la Loire. Incontestablement, beaucoup moins. Voilà. Après, pour ce qui est des corpus profanes, il y en a moins de toute façon. Il y en a beaucoup moins parce que
les cours qui prétendaient à pratiquer ce type de musique et à la mettre par écrit sont quand même infiniment moins nombreuses que les monastères ou les églises. Avec tous ces documents, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui qu'on connaît bien la musique du Moyen-Âge ? Certainement pas. On connaît bien ce pourquoi on a les traces, mais c'est tout. Et encore une fois, je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre, notamment en confrontant ces sources, c'est-à-dire les traces écrites, en conscientisant l'écart inéluctable qu'il y a entre la trace écrite et la musique telle qu'elle a pu être produite. Voilà, parce que ces traces écrites, elles tiennent compte indubitablement des savoir-faire des musiciens. Donc à nous d'apprendre à mesurer, et là on n'a pas fini d'apprendre à mesurer. On connaît quoi comme type de chansons et est-ce qu'on a que ces notations ou est-ce qu'on a d'autres types de sources qui nous permettent de les connaître ? Ce qu'on connaît, donc j'ai dit le chant grégorien, voilà. Dans une religion du livre, c'est pas étonnant que l'écriture ait eu cette part-là, même encore une fois, si elle ne, au moins jusqu'au XIIIe siècle, elle n'annihile pas la tradition orale. Hein. C'est pas parce que il y a des notations, dans la pratique de la liturgie, c'est toujours de manière orale. Ensuite, du point de vue profane, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a les manuscrits qui conservent la poésie lyrique courtoise, c'est-à-dire la poésie qui était forcément chantée, qui n'était pas parlée en ce temps-là. Courtoise, ça veut dire des cours. Voilà, donc des cours de ce qui est le sud de la France aujourd'hui, qui s'exprimaient en occitan. Voilà, des cours et de certaines villes du nord qui s'exprimaient en langue d'ouïl, l'ancien français. Puis dans d'autres pays, évidemment, l'ancien allemand, les langues, le toscan en Italie, etc. Enfin, tout le corpus, de poésie lyrique, véhiculé par le chant. C'est le véhicule normal, le chant. On a ça qui est de la monodie aussi. On a des corpus polyphoniques, que ce soit à partir que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine profane, à partir du XIIe siècle. C'est-à-dire des chants où 2 voix ou 3 voix ou 4 voix chantent en même temps des mélodies différentes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... Et on a des chansons comme les rondeaux, les virelais, et puis des chansons qui prennent la parure polyphonique au fin XIIIe, début XIVe siècle, chez Guillaume de Machaut notamment. Des motets. Voilà, le motet, un grand genre pratiqué depuis le XIIIe siècle et puis pendant des siècles après, bien au-delà du Moyen-Âge. À partir du XIVe, on met aussi les sections de l'ordinaire de la messe en polyphonie à certains endroits. L'ordinaire, c'est le Kyrie, le Gloria, etc. Voilà. En revanche, dans les manuscrits, jusqu'au XIVe siècle, on n'a quasiment pas de musique instrumentale notée. La musique instrumentale, le jeu instrumental, il relève là aussi de la tradition orale et des techniques d'accompagnement de la voix par l'instrument. Les premiers instruments, il y a quelques estampilles qui sont des danses qui sont notées dans un des manuscrits qui contient, dans le manuscrit du roi du XIIIe siècle, mais c'est infime. Comme si en manuscrit, en vérité, parce que la question que ça pose, qu'on doit se poser, c'est la fonction de l'écrit, c'est le statut de l'écrit dans cette société-là. C'est pas du tout le statut de l'écrit pour nous des sociétés écrites et documentaires comme la nôtre. Voilà, donc c'est quoi le statut de l'écrit et c'est quoi le statut du manuscrit. Et le manuscrit, en fait, il conserve une parole, ce qui est digne d'une certaine manière d'être conservé dans un manuscrit, c'est une parole. Et le chant, c'est la manière de proclamer cette parole-là. Donc, ce qui est strictement instrumental n'a pas lieu d'être noté. Les premiers manuscrits avec vraiment de la musique instrumentale, c'est de la musique pour clavier, c'est XIVe siècle. Et puis XVe après. Mais ça reste le cas longtemps. Et pour comprendre cette musique et même l'organisation peut-être des différents musiciens, j'imagine qu'on se repose
pas que sur des notes comme ça, mais aussi sur de l'iconographie, par exemple. Énormément. Oui, oui, oui. L'iconographie est très, 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 très riche d'enseignements. Déjà pour tout ce qui est organologie, parce que l'organologie, c'est la science des instruments au plan de vue de leur facture, de l'acoustique, etc. Il faut savoir aussi que on n'a quasiment aucun instrument venu du Moyen-Âge. Les instruments, ils sont en bois, ils sont dans des matériaux très fragiles qui n'ont, sauf exception, pas traversé le temps. Alors, il y en a 4 ou 5 du XIVe ou du XVe siècle qui sont conservés dans des musées aujourd'hui, mais qui ont été transformés. À Londres, au British Museum, il y a une citole du XVe siècle transformée en violon. Et puis j'imagine qu'on peut pas trop jouer avec. Je pense pas, donc non, il est sous vitrine. Et puis de toute façon, c'est plus la citole originelle, hein, puisque la table n'est plus la même, la forme de la caisse non plus. Donc voilà, ça a été modifié. Il y a des restes archéologiques un peu, effectivement, mais d'instruments entiers en état de jeu, il y en a pas. Avec Julian, d'ailleurs, il t'a sans doute parlé des 2 lyres, dont celle de Trossingen, dont ils nous ont fait une copie. Voilà un instrument parvenu en entier sans ses cordes, mais du VIe siècle, elle est pas jouable. Julien, pour ceux qui nous écoutent, hein, qu'on avait fait un truc sur la musique antique, donc vous pouvez retrouver en podcast ou sur YouTube notre entretien avec Julien Cuvillier. Voilà. Donc l'iconographie nous apprend énormément. Ensuite, il faut apprendre là aussi à distinguer les représentations de musiciens ou d'instruments qui sont d'ordre symbolique de celles qui peuvent apparaître réelles. Voilà, c'est pas de la photo non plus. Cela étant, en travaillant avec la mise en série des images, etc., on est à même de juger ce qui est réel dans la représentation de ce qui ne l'est pas. Voilà, donc par rapport aux musiciens, il y a à la fois des représentations, oui, de gens de la cour qui dansent, de bergers qui jouent la flûte ou la cornemuse, voilà, des scènes réelles et puis d'autres scènes d'ordre plus symbolique ou religieuse, voilà. Et quant à la représentation des instruments au plan organologique, elle est souvent très crédible. Et la mise en série montre ce qui est crédible de ce qui ne l'est pas. Et le travail avec les luthiers, évidemment, vient prouver ou approuver certaines choses. Alors, comment ça se présentait ces notations? Parce que tu nous disais que c'est pas le même système. Aujourd'hui, on fait pas la musique de la même manière. Moi, quand j'apprenais la flûte, quand j'étais en 6e, on a ces petites lignes où on vient mettre les petites notes. Donc, comment ça se présente ces anciennes notations? Elles sont très diverses, puisque chaque notation est adaptée au type de musique qu'elle représente, en fait. Donc les notations pneumatiques, encore une fois, c'est le geste vocal et la formule qui sont représentés. Ce sont des petits signes qui montent, qui descendent, qui sont appuyés, qui sont pas appuyés, etc., qui sont des points ou des traits ou des courbes, ou voilà, et qui sont placés au-dessus du texte, sans ligne, sans rien, qui sont placés au-dessus du texte. La musique, elle est toujours placée au-dessus du texte, depuis le départ, au-dessus de la phrase. Au XIe siècle, dans la région sud, en Aquitaine, on se sert de la ligne qui est tracée sur les manuscrits pour écrire le texte au départ, mais sur laquelle on n'écrit pas le texte une ligne sur 2 pour avoir l'espace pour noter. On s'en sert comme repère visuel, voilà, et repère modal même, dans certains cas. Ensuite, on va inventer, on va, comment dirais-je, signifier davantage les hauteurs en ajoutant une ligne, 2 lignes, 3 lignes, puis une clé, puis un guidon à la fin de la ligne. Et c'est à partir du XIIIe siècle que ces petites lignes dont tu parles, qu'on appelle la portée, se définissent. Voilà, elles sont ancrées en rouge. Voilà, avec les clés. Mais la notation elle-même, elle est carrée, elle n'est pas ronde comme on l'a fait depuis le XVIIIe siècle. Elle est carrée, noire. Ça vient de la forme de la plume ou du calame. Et elle décrit les hauteurs et les rythmes et les durées.
Il faut apprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut apprendre à lire ces notations. Depuis le début de cet entretien, on parle de chant grégorien. Alors j'imagine que la plupart des gens, ça leur dit quand même vaguement quelque chose. On a cette idée des types qui restent un peu tout droit et qui chantent tout seuls dans une église. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est le chant grégorien ? Le chant grégorien, c'est l'expression de la liturgie chrétienne occidentale. C'est-à-dire que dans la liturgie traditionnelle, la parole, comme nous parlons là, sur un ton quotidien, la parole est exclue sous cette forme-là. Un texte sacré, il se proclame, il ne se parle pas sur le ton quotidien. Voilà. Et c'est vrai dans la liturgie traditionnelle hébraïque ou islamique. Hein. Voilà, on ne prononce pas le texte sacré avec une voix quotidienne. Et après, suivant la fonction de celui qui proclame la parole et suivant la fonction du chant lui-même dans la liturgie, la manière de proclamer, elle peut être cantillée, récitée, c'est-à-dire de manière très très simple sur un degré principal du mode, ou au contraire extrêmement virtuose, comme l'offertoire à la messe, qui là montre toute la formation qu'ont reçu les chantres. Voilà, donc dans un monastère, c'est tout le monde qui chante, hein, c'est tous les moines. Dans une église, c'est le chœur des chantres qui est placé devant le chœur de l'église. Et les chants sont ou des chants de chœur ou des chants qui alternent solistes et chœur. Toutes ces notations, tu nous l'as dit, vont se développer à partir du XIIIe siècle. Comment ça va évoluer ? La notation surportée, elle se développe à partir du XIIIe siècle. Généralement, les corpus profanes, ils sont notés sur des portées de 5 lignes ou 4 lignes, enfin, suivant les besoins qu'on a, hein. Rouge, etc. Le chant grégorien lui aussi, sauf en certains endroits. Hein, on a des manuscrits allemands du XVe qui notent toujours en notation pneumatique. Ça dépend de la nécessité, en fait. Hein. Je crois qu'il faut être très pragmatique et comprendre qu'ils sont très pragmatiques. La portée, bien ma foi, encore une fois, elle utilise dans le chant profane généralement 5 lignes, mais c'est pas fixé a priori, ça dépend des besoins de la mélodie. La portée de 5 lignes, elle est vraiment fixée à la fin du XVIIe siècle. Hein. Jusque-là, on peut trouver des portées pour clavier de 11 lignes. Voilà, c'est juste un outil pratique, ni plus ni moins. Aujourd'hui, c'est un présupposé. Voilà, ça préexiste. Mais c'était pas le cas. Après, comment ça évolue ? Eh bien, parce qu'on va changer d'outil scripteur, la notation deviendra ronde plutôt que carrée. Ça, c'est pareil vers le XVIIIe siècle, hein, XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis, comment dirais-je, à partir du XIXe siècle, il y a je ne sais pas si le mot existe, hein, une forme d'académisation. Voilà, aujourd'hui on apprend, c'est comme ça, la portée ça fait 5 lignes, les notes elles sont rondes, oui, mais ça c'est la manière d'être au XVIIIe qui est devenue académique en fait. Voilà, même si certains compositeurs aujourd'hui n'écrivent plus du tout comme ça. Hein, pensons à la musique de Xenakis ou pour ceux qui, voilà. Évidemment, de nos jours, la musique reste extrêmement riche et on peut interpréter tout un tas de répertoires de manière différente, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'en mettant une musique par écrit, est-ce qu'en annotant, on s'approche pas d'une certaine, pas uniformisation, mais enfin tu vois ce que je veux dire, est-ce que ça laisse pas moins de latitude aux musiciens en fait ? Tout dépend quelle est la fonction de l'écrit. D'ailleurs, parmi les compositeurs contemporains, hein, on va dire du XXe siècle, il y a eu tout un mouvement de musique dite aléatoire. C'est-à-dire que le compositeur prévoit sa pièce, mais prévoit que le musicien peut commencer à tel endroit, reprendre à tel autre, etc., etc. Ce courant de la musique aléatoire, il vient en réponse au statut, je dirais, fixe de l'écrit tel qu'il était pratiqué
Je dirais depuis le début du XXe siècle. Hein, je pense que même au XIXe siècle, le musicien s'accorde plus de liberté que ce qu'il n'a fait, que ce qu'on lui a imposé au XXe siècle. Au Moyen Âge, la question se pose un peu différemment dans le sens où l'écrit conserve un corpus, mais il préexiste pas au corpus. Mmh. Beethoven, quand il écrit son œuvre, comme on dit, c'est pas un terme que j'emploierais pour les pièces médiévales, justement. C'est un concept, qui existe depuis longtemps, mais qui est surtout développé au XIXe siècle, hein, avec le romantisme, l'œuvre, le génie, etc. Aujourd'hui, un compositeur qui compose par écrit, il y a des compositeurs contemporains aujourd'hui qui composent toujours. Je pense à Bruno Mantovani, par exemple, hein, avec du papier réglé, un crayon et une gomme. La pièce musicale, l'œuvre musicale, elle existe certes dans leur tête en premier, mais ensuite elle existe d'abord sur le papier et ensuite elle est jouée. Voilà, au Moyen-Âge, le processus est inverse. Voilà, c'est-à-dire le manuscrit, la notation, l'écriture, elle vient conserver quelque chose qui préexiste et parfois depuis plusieurs siècles. Bon, c'est vrai que après je pense que dans l'esprit des gens, c'est bien que tu aies pu nous dire que la musique était absolument partout, parce que c'est vrai que la musique médiévale, je pense que dans l'esprit des gens, c'est soit à l'église, dans un truc très très codifié, soit à la taverne, quoi. Tu vois, t'as cette image-là un peu, je pense, où finalement ça dépasse pas de ces cadres-là. Oui, non, je crois que la principale idée reçue, je réponds un peu à côté, hein, c'est pas vraiment une idée reçue, mais c'est un biais. Et c'est un biais, comment dirais-je? Le biais, c'est projeter nos représentations sur les faits, les gestes, la culture d'autres sociétés. Voilà. Et c'est spontanément, si on conscientise pas ça, ce qu'on va faire sur les musiques du Moyen-Âge. Donc, l'idée reçue, ça serait prendre un manuscrit médiéval et lire, jouer la mélodie que l'on voit comme on jouerait une mélodie d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire sans prendre justement la mesure de l'écart entre ce qui est noté et la manière dont ça a dû être fait. Alors tu me diras, on le saura jamais, ce qui est absolument vrai. On ne le saura jamais. Donc il y a forcément une part d'imaginaire. Mais malgré tout, à force d'étudier, on comprend aussi, voilà, cet écart et le travail avec des musiciennes de l'oralité permet aussi de comprendre ces écrits-là autrement qu'avec nos réflexes de moderne, notre rapport à l'écrit moderne. Voilà, je ne sais pas si je suis très très claire. Si, t'inquiète pas. On ne doit pas projeter notre regard, notre compréhension de l'écrit dans quoi nous on est éduqués depuis la petite section de maternelle quand même. Hein. Donc voilà, on ne doit pas projeter ça parce que ça c'est un biais. Voilà, sur l'écrit surtout musical médiéval. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à transformer et à comprendre à sa juste place. Tiens, on nous demande si la musique profane a pu à un moment être interdite par l'Église. Non, là aussi. Alors ça, sur l'Église, les poncifs, il y en a un paquet. Hein. L'Église, elle a été beaucoup plus restrictive au XVIIe siècle qu'elle ne l'a été avant. Non, simplement, il y a des choses qui se font en certains endroits et pas dans d'autres, c'est tout. Parce que les choses ont une fonction. Les musiques ont des fonctions, voilà, mais pas plus que ça, non. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est la musicologie, ce qui est ta spécialité? Alors la musicologie, étymologiquement, c'est l'étude de la musique, hein, musica et logos, hein, ni plus ni moins. C'est une science qui se définit en tant que science autonome, universitaire, à la fin du XIXe siècle. Voilà. Alors, il y a eu des musicologues au XVIIIe siècle, voire au XVIIe siècle, on appelait ça plutôt des musicographes. Mais c'était pas une profession. C'était une activité qu'avaient certaines personnes. François-Joseph Fétis, par exemple, hein, qui a fait tout le catalogage des manuscrits musicaux de la Bibliothèque royale de Bruxelles, etc., etc.
Mais elle se définit vraiment en tant que discipline universitaire autonome, c'est-à-dire pas dépendante d'une autre discipline, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et l'acte fondateur, c'est un texte, une publication de Guido Adler, qui était musicologue donc en Autriche, et qui a publié un article d'une quinzaine de pages qui définit ce qu'est, qui donne la définition d'alors de la musicologie. Voilà. La musicologie, elle se définit alors, elle reprend la tripartition des sciences sociales qui... Les sciences universitaires se sont redéfinies au XIXe siècle, avec la modernité. Voilà. Et ces sciences, c'est toujours celles sur lesquelles l'université est organisée aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il y a de gros tiraillements parce que, bon, tout n'est peut-être plus tout à fait en adéquation avec la société. Mais globalement, nous-mêmes, on est élus sur des spécialités, voilà, qui se sont définies pour l'université au XIXe siècle. En fait, comment dirais-je, la tripartition des sciences sociales, j'entends l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, ces trois sciences qui se définissent au XIXe siècle, elles partent d'une relation dualiste entre le moi et l'autre. La relation entre moi avec un M majuscule, comme diraient les psys ou les anthropologues, d'accord, et l'autre, celui qui n'est pas moi. Et le moi, c'est la personne occidentale, éduquée, donc bourgeoise, de l'Occident moderne, qui se revendique comme moderne après la révolution industrielle, etc. Et l'autre, c'est celui qui n'a pas accédé à la modernité. Alors, il n'a pas accédé à la modernité pour deux raisons, soit parce qu'il est occidental, mais antérieur à la modernité, soit parce qu'il, bien que contemporain du moderne occidental, comme il n'est pas occidental, il n'est pas moderne. Et c'est au XIXe siècle qu'on invente le beau terme de primitif, d'art primitif. Voilà. Et donc, ça définit la sociologie, qui étudie le temps présent ici, donc dans l'Occident moderne du XIXe siècle, l'histoire, qui est avant la modernité en Occident, et qui, selon une vision très téléologique de l'histoire, est une grande préparation à la modernité, et l'anthropologie, qui s'occupe du temps présent, mais ailleurs, donc qui est primitive aussi. Et la musicologie, en tout cas telle que l'a définie Guido Adler, reprend cette tripartition, en fait, en définissant la musicologie systématique, qui étudie un objet musical qui est l'œuvre. Donc, on définit l'objet musical ou musicologique comme étant l'œuvre produite par tel ou tel compositeur, génie, etc. Donc, ça, c'est la musicologie systématique qui étudie donc la production musicale savante, moderne du XIXe siècle occidental. La musicologie historique qui s'attache à l'Occident, mais d'avant la modernité, d'avant la Révolution. Et ce qu'il appelle, lui, la musicologie comparée, qui prendra plus tard le nom d'ethnomusicologie, qui s'occupe des productions contemporaines du temps, mais ailleurs. Voilà. Voilà comment se définit la musicologie. Donc la musicologie médiévale, elle existe à partir de cette époque-là. Elle fait partie de la musicologie historique. Mais certains chercheurs prenant acte de la tradition orale vont déployer des méthodologies qui touchent plus à l'anthropologie, l'ethnomusicologie. Voilà, donc en fait, la méthodologie de la musicologie médiévale, c'est un peu un jeu de ping-pong dans le temps, depuis le XIXe siècle, entre une approche historique et philologique à partir de divers types de sources écrites et des manuscrits, et d'un intérêt pour l'oralité et cette autre forme de compréhension. Cela étant, la musicologie historique est quand même médiévale est quand même très largement prépondérante. Voilà, même s'il y a eu des écrits importants comme ceux de Léo Treitler, Solange Corbin avant lui, Peter Jeffrey aux États-Unis. Voilà, même dans certains cas, ma directrice de recherche, Marie-Noëlle Colette, nous faisait entendre, quand on parlait du mode de Ré, une chanteuse marocaine, voilà,
qui utilisait ce mode dans son chant traditionnel. Voilà. Mais même chez ces auteurs-là, c'est resté une approche théorique, en fait. Du coup, cette naissance de la musicologie et la manière dont on nous présente les choses, on a, c'est pas l'impression, mais en tout cas, on voit qu'il y a on place l'Occident au-dessus, quoi. Bah oui, c'est toute la question du 19e siècle, hein, et, bien sûr, de la modernité, bien entendu. À partir de quand ça va commencer à évoluer, ça, cette méthodologie qui est développée à cette époque-là que tu viens de nous exposer? On va en sortir? La musicologie en général, médiévale en particulier, comme l'histoire, intègre à la fin du XXe siècle, notamment sous l'impulsion des historiennes de l'EHESS à Paris, intègre comment dirais-je, les méthodes de l'anthropologie. Et on va parler d'anthropologie historique, par exemple. Voilà. Donc oui, ce que propose Leo Treitler, Peter Jeffrey et d'autres, hein, Helmut Hook, voilà, ça se rapproche fortement, voilà, d'une d'une anthropologie historique des musiques médiévales. Voilà. Après, la question, finalement, l'écueil que soulève, à mon avis, à très juste titre, Eduardo Aubert dans un article de 2012, lui-même docteur de l'EHESS, hein, musicologue médiéviste, c'est que même si on introduit la méthodologie de l'anthropologie dans la musicologie historique, tant qu'on ne fait pas bouger le principe dualiste qui est au-dessus de cette tripartition, c'est-à-dire cette relation entre moi et l'autre, en fait, on ne fait pas bouger grand-chose. Oui, bah, il faut renverser la table, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'anthropologie historique, insuffler les méthodes de l'anthropologie dans les études historiques et la musicologie historique, hein, ça, c'est la même chose, si j'ose dire. Mais tant que la relation entre le moi moderne et l'autre, celle-là, on la fait pas bouger, en fait, c'est une espèce de vernis, en quelque sorte, hein, qu'on réalise plus qu'un véritable changement de paradigme. À l'époque, comment on étudie de façon très pragmatique la musique médiévale, du coup? Déjà, alors il faut rendre honneur quand même à ces musicologues, hein, qui ont constitué d'énormes catalogues de bibliothèques, qui ont fait des recensements incroyables et qui étaient malgré tout, enfin, de très très grands érudits. Alors ils ont travaillé à partir des sources, hein, qu'ils ont rassemblées, qu'ils ont cataloguées, qu'ils ont inventoriées, qu'ils ont dépouillées, etc. Au départ, ils se sont intéressés au corpus qui étaient les compositions de personnes dont on connaissait les noms. Guillaume de Machaut, voilà. Léonin, Perrotin, ça a légitimé le fait qu'on s'intéresse, qu'on remonte le temps jusqu'au XIIe siècle. Après, on connaît quasiment rien des personnes de Léonin et Perrotin qui étaient des organistas de Notre-Dame de Paris. Mais on s'est intéressé à ce corpus d'organa de Notre-Dame de Paris au départ parce qu'il y a, voilà, on pouvait nommer les personnes, mais voilà, enfin, on s'est intéressé aux monuments, on a édité progressivement, hein, tout au long du XXe siècle, en notation dite moderne d'aujourd'hui, pour rendre accessible à un plus grand nombre les corpus médiévaux. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Il y a eu de grandes entreprises d'édition en notation moderne. La plupart de la polyphonie médiévale, elle fait partie de grands corpus publiés avec la Société internationale de musicologie aux États-Unis, un peu partout, quoi. En fait, c'est comme l'histoire, c'est-à-dire pendant longtemps, ce qui est digne d'être appelé source, c'est l'écrit. C'est la source écrite. Voilà. C'est pareil chez les historiens Seniobos au XIXe siècle, par exemple, hein. C'est la source écrite qui est le seul digne d'intérêt voilà. Pour les historiens, la musicologie fait la même chose avec
avec les sources musicales, les sources écrites, les traités ou les textes descriptifs. Puis on va intégrer, chez les historiens, c'est Jacques Le Goff qui le montre, et puis Michel de Certeau. On va intégrer ce qui est aussi, comment dirais-je, des discours oraux. On se fie aussi à l'iconographie, enfin à toute autre forme d'objet qui n'est pas écrit. Oui, et puis de toute façon, on voit, ça c'est l'évolution de la méthodologie. Et puis aujourd'hui, on le voit, il y a une interdisciplinarité, je vais arriver à le dire, qui se renforce chaque jour. Enfin, je veux dire, un historien travaille plus tout seul et il fait appel à des collègues dans d'autres spécialités, quoi. Absolument. Alors tout à l'heure, on parlait du chant grégorien, justement, qui a été un peu le fil tout au long de cet entretien. À cette époque-là, au 19e, comment est-ce qu'il est étudié, lui, spécifiquement? Alors, le chant grégorien, c'est un cas particulier parce que il fait partie de la vie liturgique. Bon, le chant grégorien, il s'est transformé au cours des siècles. Et puis, comme tu le sais, à la Révolution, les couvents, les églises, entre autres, les universités aussi d'ailleurs, ont été fermées. Et au tout début du 19e siècle, une fois la période politiquement stabilisée ou à peu près, les religieux ont réintégré leur monastère et leurs églises. Et à ce moment-là, en tout cas dans certains monastères, mais c'est vrai aussi dans les milieux laïcs, en voulant restaurer la vie liturgique sous une forme plus pure, entre guillemets, comme on entend ce mot au 19e siècle, on a pris conscience qu'il fallait restaurer le chant grégorien, puisque le chant grégorien, c'est l'expression même de la liturgie, c'est la manière dont la liturgie s'exprime, en fait. Et à la fois dans certains milieux laïcs, pour des églises, par exemple sous l'impulsion de Lambillotte ou de Félix d'Anjou à Paris au XIXe siècle, et dans certains milieux monastiques, et là c'est notamment le cas de l'abbaye de Solesmes dans la Sarthe. Voilà, on a entrepris tout un travail qu'on a appelé de restauration. On a voulu restaurer le chant grégorien comme, pensait-on, il était à son origine. Voilà, ça fait partie des grands mythes romantiques, n'est-ce pas ? Mais dans l'objectif de restaurer la vie liturgique ou la vie de l'Église. Voilà, donc les moines de Solesmes ont entrepris quelque chose d'absolument énorme et remarquable. Ils ont sillonné le monde pour faire des photos des manuscrits, conserver un peu de partout, acheter des manuscrits. Ils ont constitué une bibliothèque et un scriptorium absolument énormes. Et ils ont eu l'heureuse idée, l'heureuse méthodologie de procéder par comparaison. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'eux croyaient être le modèle originel du chant grégorien, ils ont comparé un même chant dans tous les manuscrits qu'ils pouvaient avoir sous la main ou qu'ils avaient en photographie. Et ils ont comme ça compris que, contrairement à ce qu'ils croyaient au départ, il n'y avait pas un chant originel, mais des chants régionaux. Bref, voilà, ils ont initié tout ce travail dit de restauration du chant grégorien. Voilà. Mais on peut dire aujourd'hui tout de même que... Alors ce travail se poursuit d'ailleurs à Solesmes. Ils ont une revue, etc. Tout ce travail se poursuit. Toutefois, on peut observer que là aussi, ils ont projeté sur le chant grégorien la manière éduquée des hommes du XIXe siècle qu'ils étaient. Tu vois, et notamment du point de vue de la manière de chanter. Ils ont inventé en fait une façon de chanter qui est l'expression de l'ecclésiologie du XIXe siècle et non pas du tout celle du Moyen-Âge. Donc il y a à la fois un travail fondamental sur les sources médiévales, sur l'édition des sources, l'étude des sources, etc., sur ce qu'ils ont pu comprendre de la pneumatique, de la modalité, enfin, il y a un travail scientifique énorme, et en même temps une façon de chanter qui est beaucoup plus intimement liée au canon du chant éduqué et à l'ecclésiologie du XIXe siècle. En tout cas,
Tout ce que tu nous dis là, moi, ça m'évoque un truc, et je le retrouve dans le chat, notamment Dr Bagarre, là, qui nous lâche quelques commentaires depuis tout à l'heure. C'est vrai que pour tous ceux qui nous écoutent, je sais pas à quel point vous vous rendez compte du taf de catalogage qui a été abattu au 19e, 20e siècle, et qui permet aujourd'hui, en fait, aux chercheurs de bosser de façon beaucoup plus sereine. Il n'y avait pas Internet, quoi. On n'avait pas l'informatique. C'est Travail incroyable. de catalogage qui continue d'ailleurs, hein, qui continue. On met au jour sans arrêt. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur par exemple, des manuscrits en notation aquitaine au Portugal, etc. Enfin, ce travail de catalogage, il continue. Et énormément de choses ont été faites. Et là, moi, enfin, j'appartiens à cette génération qui a pu vivre justement les transformations liées au numérique. Moi, quand je faisais ma thèse, je devais prendre un billet de train, me rendre dans telle ou telle bibliothèque, aller consulter les manuscrits, si on voulait bien me les sortir, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout est en ligne, tout est numérisé. Oui, non, mais c'est clair, on oublie vite à quel point ça peut être confortable actuellement. Ouais, c'est vrai que sans ça, je veux dire, nota bene, ça serait compliqué de traiter autant de sujets différents avec autant de personnes différentes sans tous ces outils, quoi. Tout à fait, ça permet donc d'avoir sous la main, entre guillemets, des tas et des tas et des tas de manuscrits, de sources diverses et variées, d'archives, d'iconographie, enfin, voilà, dans un temps donné, ce qui avant prenait beaucoup plus de temps. Tu nous disais il y a quelques minutes que tu partageais un petit peu ce constat avec un autre spécialiste qui en 2012 disait que il fallait revoir les fondamentaux si on voulait un peu mieux comprendre comment ça se passait à l'époque. Donc pour toi, la musicologie traditionnelle, elle a ses limites du coup. Il faut faire évoluer les choses. Elle a des limites, ou disons, il faut s'entendre sur ce que l'on dit lorsqu'on parle de musicologie médiévale. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'histoire de la musique que l'on fait à partir de l'étude des sources écrites? Auquel cas, la musicologie médiévale revêt les atours de l'histoire, de la méthodologie de l'histoire. Voilà. C'est totalement légitime, entendons-nous bien. Hein. Je le fais moi-même. Hein. Voilà. Est-ce qu'il s'agit de travailler sur les manuscrits, les corpus qu'ils renferment, la manière dont ces corpus se sont diffusés, circulent pas, etc., etc. Auquel cas, outre la méthodologie de l'histoire, la musicologie utilise aussi la philologie. Ça devient de la philologie dont les supports sont musicaux ou parlent de musique. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il en est du son? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le son, en fait. Comment ça sonnait? Alors ça, c'est pas les sources qui peuvent nous le dire. Au mieux, elles le décrivent, mais elles le font pas entendre. Voilà. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fondamentalement, notamment dans la relation avec l'écrit. C'est-à-dire ces pièces dont les mélodies ou les polyphonies ont été portées par écrit, comment elles sonnent, comment on peut envisager aujourd'hui qu'elles ont pu sonner. Voilà, idem pour les instruments, évidemment. Et moi, je suis partie de la musicologie médiévale fondamentale, je dirais, totalement historique et philologique, puisque j'ai fait une thèse sur les processionaux aquitains, etc., etc. Mais progressivement, mon intérêt s'est élargi à la question de la sonorité, à la question de la production vocale, à la question du chant, à la question du corps, parce que qui dit chant dit corps. Voilà, c'est quoi un corps médiéval? C'est quoi un espace médiéval? Comment il est perçu par les hommes qui l'habitent, les espaces acoustiques, etc., etc. Et donc, en réponse à ces questionnements, tu as fondé un truc qui s'appelle le CIMM, voilà, le Centre international de musique médiévale. Alors, on va détailler un petit peu ce que c'est, mais en deux mots, tu peux nous expliquer c'est quoi le but? L'objectif, c'est d'avoir des financements pour travailler avec des praticiens de ces musiques-là, c'est-à-dire avec des musiciens professionnels
avec des luthiers, des archéoluthiers professionnels qui travaillent, qui vivent de la production de ces musiques ou des instruments qui participent à faire ces musiques. Voilà, donc le CIM, c'est une structure, c'est une association loi 1901, professionnelle, qui a le code APE des structures artistiques professionnelles, qui est conventionnée avec les collectivités territoriales, l'université, le conservatoire, etc., et qui me permet de faire des demandes de subventions pour pouvoir financer, parce que qui dit travailler avec des musiciens, moi je paie les gens avec lesquels je travaille, tu vois. Voilà. Donc toute la question est là en fait. Voilà. Donc c'est voilà, j'avais travaillé avec des artistes auparavant, avec un ensemble en particulier pendant 7 ou 8 ans. Mais voilà, la part d'invention, je dirais, d'imaginaire dans ces musiques-là étant tellement importante qu'il me semblait intéressant de travailler avec différents ensembles, différents musiciens, différents luthiers, etc. Et puis l'objectif du CIM, sachant qu'il est conventionné avec l'université, c'est de faire à la fois de la création artistique, de la recherche, avec les équipes de recherche, etc., de la formation, puisque en tout cas à Montpellier, il n'y a pas on n'enseigne pas le chant médiéval, les instruments, etc., etc. Donc ça m'intéressait beaucoup aussi, parce que, comment dirais-je, moi mon métier, c'est de transmettre ce que je sais, ce que je comprends, ce que je cherche des musiques médiévales à des cohortes d'étudiants. Voilà. Cohortes d'étudiants qui n'ont jamais entendu parler de ces musiques, qui n'en entendent jamais parce que ça ne fait pas partie de ce qui est programmé dans la ville ni dans la région. Voilà. Et j'en mesure les effets aujourd'hui, même si ça intéresse toujours des gens, le Moyen-Âge. Mais enfin là, les effets sont tout à fait manifestes. C'est beaucoup plus intéressant pour eux d'essayer de comprendre en pratiquant, parce que la pratique, elle pose des questions que le musicologue ne va pas forcément inventer, n'a pas la capacité à inventer. Donc, tout mon propos, ça a été de mettre les étudiants en lien, totalement direct, avec des artistes, avec des luthiers, et de là, j'ai créé cette structure qui se situe aux antipodes du cloisonnement institutionnel français. C'est-à-dire, je fais l'exact contraire. Puisqu'en France, la recherche, c'est l'université, la formation musicale, c'est les conservatoires, la diffusion, la création, c'est les scènes. On dépend tous de ministères différents. Ça, c'est l'organisation institutionnelle française. Voilà. Moi, je me suis dit, sur les musiques médiévales, il n'y a pas d'institution jusqu'à présent. Donc, autant, en liant le CIM à l'université, créer une espèce de laboratoire vivant, incarné, qui permette de décliner un même sujet en recherche, en création, en formation. Et au-delà, parce que en médiation aussi, parce que l'objectif, c'est aussi de s'ouvrir à tous les publics, bien entendu, à divulguer tout ça sous différentes formes à tous les publics. Oui, bah, ce que tu fais se rapproche énormément de ce dont on parle régulièrement dans cette émission, à savoir de l'archéologie expérimentale aussi. C'est-à-dire que quand on met la main dans le cambouis et qu'on confronte ça à des sources, des fois on se rend compte que ça marche pas ou ça sonne différemment et ça nous permet de comprendre, de remettre en question, d'analyser un peu plus finement ce qui est possible ou pas. Ouais. Toute une partie qui est de l'archéologie expérimentale. Absolument, absolument. Alors, je m'entoure d'un certain nombre de musiciens. Moi, depuis 10 ans, j'ai quand même fait venir 33 ensembles différents, tu vois, ça fait 100 musiciens en moyenne. Alors, il y a ceux avec qui je travaille de près, ceux qui sont dans la formation notamment, qui reviennent chaque année parce que je crois dans leur travail, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, c'est un terme qui est de plus employé, ce sont des artistes-chercheurs. Voilà, et je crois dans leur travail parce que leur travail, comment dirais-je, enfin, ils m'ont montré la rigueur de leur travail, de leur recherche, de leurs hypothèses, etc.
Voilà, il y a cela. Après, il y a des musiciens qui viennent de manière plus sporadique ou que pour de la création, etc. Et ce qui m'intéresse chez les musiciens et les luthiers qui travaillent vraiment de façon très rapprochée avec moi, c'est-à-dire que je fais venir chaque année, c'est que ce sont des gens qui comprennent ces musiques et qui les pratiquent comme on pratique de la musique orale, mémorielle et modale. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont très loin des biais des lecteurs modernes que j'ai pu être moi-même, etc., etc. Voilà, on se rejoint vraiment sur cette démarche-là et on est amené aussi à travailler avec des musiciens non occidentaux ou qui pratiquent des musiques non occidentales, iraniennes, indiennes, byzantines, etc. Voilà. Oui, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, dans tout plein de domaines, on parle de déconstruction. Alors, pour certains réacs, c'est un gros mot, mais en fait, quand tu fais de la recherche, t'es obligé de te déconstruire et de lutter contre tes propres a priori pour essayer d'étudier ton sujet, quoi. Tout à fait, tout à fait. À quelle problématique t'as été confronté, du coup, avec tout ça, avec cette nouvelle manière d'appréhender les choses? À l'université dans laquelle je suis très libre. Je pense que l'université aurait pu s'emparer du CIM depuis plus longtemps qu'elle ne le fait. Alors on me laisse tranquille dans mon coin, on m'embête pas, on reconnaît ce que je fais. Voilà. Et je suis très heureuse d'être à Montpellier de ce point de vue-là, à Paul Valéry. Après, je pense que voilà, ils auraient pu s'en emparer un peu mieux, un peu plus. Bon, les choses sont en train de se faire là, notamment avec l'EPE, puisque le CIM est intégré à l'EPE. Ensuite, je suis confrontée justement au fait de créer un modèle qui n'existe pas dans une société que moi je juge hyper institutionnalisée. C'est-à-dire que si tu ne réponds pas exactement au cahier des charges de ceci, de cela, eh bien, t'es pas véritablement reconnu et du coup, t'as pas les financements que tu pourrais espérer. Voilà, je pense les années 70 et 80, beaucoup plus inventives. Alors, c'était beaucoup moins institutionnalisé, la notion de patrimonialisation, de musique ancienne dans les CNSM, au ministère de la Culture, etc. C'est les années 80, justement. Mais à force d'institutionnaliser, de réglementer, ça tue dans l'œuf les choses. Enfin, moi, c'est ça que je sens depuis 10 ans. Et ça va de mal en pis. Au sein de mon université, encore une fois, on me laisse pousser suffisamment les murs pour faire entrer des artistes, des archéoluthiers, etc. C'est-à-dire reconnaître. En fait, ce que j'apporte, c'est une réponse à ce que Miranda Fricker, la première dans les années 2000, appelait l'injustice épistémique. C'est-à-dire le fait au sein de l'académie qu'est l'université de ne reconnaître comme légitime que le savoir écrit. Voilà. Or, moi, ce que je fais grâce au CIM et aux artistes et luthiers qui me permet de financer, c'est précisément de considérer les savoirs oraux, corporels, gestuels, artisanaux de ces artistes et de ces luthiers à égalité, je dis bien, avec les savoirs écrits de l'académie. Je ne me sers pas des musiciens ou des archéoluthiers pour en faire des objets d'études. Je pourrais en faire des objets d'études, voir comment ils font ceci, voir comment ils répètent, voir... Non, c'est pas des objets d'études. C'est des chercheurs autant que moi. Simplement, leur savoir à eux, ils touchent moins à l'écrit, aux sources, etc., aux techniques de l'histoire ou de la philologie, encore que. Mais leur savoir, il est dans leur voix, il est dans leur corps, il est dans leurs mains, il est dans ce qu'ils font, il est dans la matière sonore, dans l'espace acoustique, etc. Voilà. Et ça, je sais gré à mon université de me laisser faire ça. Voilà. Ensuite, si on prend comment dirais-je, dans sa globalité, les musicologues médiévistes en général, là, je suis quand même très en marge, très en marge.
Je pense pas susciter la plus grande crédibilité de leur part. Tu te qualifierais comme une punk de la musicologie médiévale. Voilà, quelqu'un qui accorde crédit à des gens à qui on ne devrait pas accorder crédit, voilà. C'est bien les nouvelles approches, c'est ce qui fait bouger les lignes. Et puis ton discours là aussi, il est sain, ça montre qu'il y a quand même une évolution et une confrontation aussi dans les manières d'approcher la science et tous les domaines à l'université. Ce qui est une bonne chose, d'essayer de défiger un peu les choses selon moi. Exactement, ce qui n'empêche pas d'être aussi dans les autres courants comme les humanités numériques, etc. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, on ne peut pas passer outre aujourd'hui. Donc, voilà, ça. Est-ce que tu aurais genre un exemple concret à nous donner d'un projet que tu as pu mener avec le CIM? Bon, outre le travail fondamental de recherche que je fais, que Damien Pueblo, qui est le chanteur avec lequel je travaille, fait et que je m'emploie à faire résonner au sein de l'université et du milieu culturel de ma région, on est en train de construire un site pour, comment dirais-je, rendre publique toute sa démarche. Et toute sa démarche, encore une fois, que je cautionne absolument, scientifiquement. Alors, à la fois pour avoir une trace, alors il a des tas de CD à son actif, qui ont eu des diapasons d'or pour certains, mais bon, la démarche du CD, c'est une autre logique. Là, c'est vraiment un outil qui, à la fois, serve de trace de son travail, voilà, et du travail qu'on mène ensemble, qui servent à la fois d'outils pédagogiques pour les stagiaires, les étudiants qui viennent apprendre le chant grégorien avec lui. Voilà, là, il y aura un outil pédagogique et qui servent à la fois de diffusion, puisque ce sera comment on appelle ça, en open access. Voilà, donc l'objectif, c'est d'enregistrer un certain nombre de vidéos qui pourra s'accroître régulièrement. Là, pour l'instant, il en a enregistré 70 de chants solistes ou avec son ensemble, de chants solistes chœurs, etc., qui divulguent en quelque sorte, qui rendent public sa démarche du point de vue de la compréhension des notations pneumatiques, du point de vue de la modalité, et qui permettent d'avoir des exemples sonores en donnant les images des manuscrits chaque fois, bien entendu, de la manière dont lui et moi comprenons les choses et de la manière dont on l'enseigne ici. Tu nous as évoqué l'archéolutherie, bon, tout est dans le nom, on comprend un peu de quoi ça parle, mais tu peux nous en parler peut-être un peu plus? Alors l'archéolutherie, c'est un néologisme, c'est un courant dans la lutherie qui s'est développé là, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et encore, certains luthiers se spécialisent ou développent cette branche-là en plus de ce qu'ils font habituellement. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place tout un processus de recherche, toute une méthodologie pour restituer aujourd'hui, à partir de l'iconographie, à partir des tests descriptifs, à partir, des espaces acoustiques, les instruments du Moyen-Âge. Voilà. Alors, parmi ces archéologues, donc, il y a tout un protocole d'expérimentation qui est totalement scientifique, en fait. Tout un protocole depuis l'étude des images mises en série, etc., etc. Et parce que les ensembles qui jouent ces musiques aujourd'hui ou depuis une cinquantaine d'années, ils ont des instruments. Il leur faut des instruments. Donc, c'est à la fois objet d'étude et à la fois objet de création. Voilà. Donc, leur démarche, en fait, c'est de restituer un instrument d'après une image. Voilà. Ils font pas forcément une vielle générique, mais une vielle d'après telle iconographie, parce qu'ils considèrent que telle iconographie est suffisamment éloquente d'une part, permet de restituer l'instrument, et puis elle peut correspondre à tel ou tel corpus musical qui va être joué par le musicien après. Voilà, donc nous, jusqu'à présent, on a fait restituer 21 instruments et 7 archers.
Voilà, mais j'espère que ça va continuer parce qu'on est loin de tout avoir. On a pas mal de questions qui peuvent être intéressantes que j'ai envie de te poser avant qu'on clôture cette émission, et il nous reste peu de temps. Donc pour résumer, hein, le CIM, c'est donc une initiative que tu as lancée, une initiative, on peut le dire, qui a une visée idéologique, politique, qui est celle d'ouvrir aussi, de décloisonner et de créer des liens entre les disciplines pour faire avancer la science. C'est très politique en fait, ouais. Ouais. Et je dirais une chose, ça n'est pas simplement une initiative locale. Je veux dire par là que le modèle que j'ai inventé, il est transférable. Il est transférable à d'autres domaines, musicaux ou pas musicaux, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça peut ne pas rester une initiative juste locale. Oui, mais comme tu vois, je parlais de l'archéologie expérimentale tout à l'heure, j'ai des copains qui avaient des projets pour ouvrir des lieux où ils allaient faire de l'archéologie expérimentale en le partageant avec le public, en faisant venir des chercheurs, en faisant venir, tu vois, là c'était en l'occurrence sur des projets agricoles, et en fait en faisant venir à la fois des agriculteurs, des spécialistes, des historiens de l'agriculture au Moyen-Âge, et essayer de mixer tout ça pour essayer de mieux comprendre les choses, en fait. Absolument, tout à fait. Oui, c'est ça. Hein. Et je trouve que c'est une belle initiative. Et voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, à mon avis, c'est pas une initiative qui est isolée, et il doit y avoir pas mal de gens qui ont créé des petites structures à droite à gauche pour tenter ce genre d'aventure, et ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner dessus, et pourquoi pas. Oui, ça serait absolument. Tu me donnes une idée, oui, de faire. De savoir, faire un réseau, je sais pas, mais en tout cas de savoir, de répertorier à minima ces initiatives-là. Ouais. Bon, alors on a des petites questions pour savoir ce que tu penses de certains trucs. Alors, typiquement, je sais pas si tu es très grande consommatrice de cinéma et de séries, mais donc souvent, il y a des représentations de musique médiévale dedans. Foireux ou pas? Oui, c'est rarement fait à la médiévale, mais après, comment dirais-je, chacun est libre tu vois, d'interpréter, oui, bien sûr. de sa création, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas de jugement à porter sur la création des uns et des autres. Hein. Mais oui, c'est rarement très informé, oui. Et ça pourrait être intéressant, à ton avis, justement, qu'il y ait une meilleure représentation? Oui. Il y a des musiciens, j'en connais d'ailleurs, hein, qui seraient preneurs de conseils ou de. Et en même temps, tu vois, là aussi, je trouve ça très bien, c'est-à-dire que. Et là aussi, on peut s'appuyer sur un article très récent d'Étienne Anheim, qui est prof d'histoire médiévale à l'EHESS aussi. Je ne suis pas de ceux qui opposent les musiciens qui font les fêtes médiévales aux musiciens qui sont formés, je dirais, comme ceux avec lesquels je travaille. Je ne vois pas là une opposition frontale. Je vois là un continuum possible. Je vois totalement ce que tu veux dire. Et je crois que chez les jeunes, alors mes étudiants, mais pas que mes étudiants, parce que j'ai entendu ça aussi dans la bouche d'ex-étudiants à d'autres endroits, d'autres universités, chez les jeunes, c'est plutôt l'idée actuelle. Voilà. Moi, je ne veux pas de cette position frontale. En général, j'aime pas les positions dualistes. Hein, voilà. Mais je ne veux pas de cette position frontale. C'est un continuum. Voilà. Du moins informé au plus informé. Enfin, appelons ça comme on veut, on s'en fiche. Voilà, c'est un continuum. Mais mes étudiants, par exemple, se sentent investis, mais ça vient d'eux, hein, de transmettre auprès des musiciens qui font les fêtes médiévales, etc. Enfin, ils se sentent non pas d'aller prêcher la bonne parole, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt de faire le lien, quoi. Voilà, faire un lien entre ces milieux. Ce que fait Julien aussi, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que on peut transposer ça aussi au cinéma ou aux jeux vidéo, où on a des interprétations de ce qu'est l'histoire, des inspirations. Et là encore, c'est un espèce de continuum. Et plutôt que d'opposer une critique frontale de ce que ça représente ou pas, ce qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi et comment ça a été transformé et d'en profiter comme d'un magnifique prétexte pour justement aller au fond des choses et revenir aux sources. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, notamment sur des réseaux comme TikTok ou Instagram, on a des musiques, attention, je fais le guillemet pour tous ceux qui écoutent le podcast et qui ne me voient pas à l'écran, médiévales, qui sont mixées avec de la techno ou des gros beats, et ça, c'est très à la mode en ce moment. Oui, 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 mais après, moi je suis contre rien, hein. Je veux dire, la création artistique, Dieu merci, elle est libre, hein, et telle ou telle musique peut tout à fait être réemployée comme objet sonore dans d'autres contextes, etc. J'ai aucun souci avec ça, hein. On nous demande si tu aurais des suggestions de groupes ou de musiciens, là encore je sors mes guillemets, fidèles historiquement. Alors fidèle à certaines choses, hein, parce qu'encore une fois, il y a forcément un imaginaire, hein, mais oui, qui ont en tout cas une démarche, oui, de formation, etc. Il y en a plein, enfin, oui, il y en a beaucoup. Pour le chant grégorien, moi, je conseille toujours Damien Pueblo, avec qui tout le monde n'est pas d'accord, hein, c'est justement l'intérêt. Moi aussi, et son ensemble qui s'appelle Les Chantres du Toronnet. Pour tout ce qui est poésie courtoise, j'aime beaucoup ce que fait Brice Duisit. Pour tout ce qui est corpus italien, j'aime beaucoup Patrizia Bovi et son ensemble Micrologus. Après, il y a des ensembles qui mélangent les corpus. Alchimia, par exemple, que j'ai découvert dans mon festival au mois de mai, qui viennent de la musique contemporaine et qui s'élargit aux musiques médiévales et qui propose des choses tout à fait intéressantes dans la juxtaposition et l'entrelacement de ces différents corpus. Oui, il y a des ensembles, il y en a beaucoup, 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 hein. Et alors, où est-ce qu'on peut entendre des concerts de musique médiévale aujourd'hui ? Je dirais presque un peu de moins en moins, enfin en France en tout cas. Il y a moins de scènes spécialisées actuellement qu'il n'y en a eu dans les années 80-2000. Alors il y a un festival qui s'appelle Voix et routes romanes autour de Strasbourg. Je ne sais plus quelle est la période de l'année. Je crois que c'est en début d'été, il me semble. Il y a mon festival, les Marteaux de Gélone, Saint-Guilhem-le-Désert, la deuxième quinzaine du mois de mai. Il y a les Riches Heures de la Réole, vers Bordeaux, les Charentes, par là-bas. Le musée de Cluny à Paris. À part ça, je ne crois pas en France qu'il y ait beaucoup de choses. Il y a des choses qui se développent en Espagne, à Cuenca notamment, un festival qui s'appelle Mirabilia. Et puis il y a des initiatives, Erwan Piquet qui développe un festival à Saint-Denis à Paris. La cathédrale, à la basilique. Saint-Denis, ça s'appelle Octobre médiéval, quelque chose comme ça. Enfin, il y a des choses en Europe et si on veut vraiment tout savoir, il faut regarder sur le site du REMA, Réseau européen des musiques anciennes. On mettra le lien, je pense du coup, dans la description évidemment et les commentaires de cette émission en replay. Est-ce que tu connais des musiques médiévales qui auraient inspiré des musiques actuelles un peu connues ? Dans la musique, oui, il y a savante, on va dire, quoique j'aime pas ce terme, mais Arvo Pärt, le compositeur Arvo Pärt, qui s'est inspiré de musique médiévale, György Ligeti, voilà, qui a aussi beaucoup travaillé sur la polyphonie médiévale. Oui, cette musique, elle est source d'inspiration, oui. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques ou autres à conseiller aux personnes qui souhaiteraient approfondir les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ? Il y a une histoire de la musique que je trouve bien faite, donc qui brosse un tableau très général, qui est de Vera Minazzi. Donc c'est un ouvrage collectif. Il y a un auteur par chapitre. Mais elle aborde les choses, voilà, c'est pas simplement les œuvres, les sources, mais c'est aussi les pratiques, les hommes, etc. Bon bah top, de toute façon, après pour ceux qui nous écoutent, hein, comme d'hab, je viens de le dire, en description, en commentaire, vous aurez pas mal de trucs pour aller voir plus loin. On vous mettra aussi le lien du site du CIM, comme ça vous pourrez vous renseigner un petit peu dessus. C'est quoi tes actus, toi, à venir ? Alors, mes actus à venir, écoute, là j'ai une résidence d'artistes qui a démarré avant-hier à Montpellier avec le soutien de la ville de Montpellier. Donc Brice Duisit, Christina Alice Rorich sur un programme de Gauthier de Coincy, qui est un auteur français de la fin du XIIe, début XIIIe.
Et ils sont accompagnés par Isabelle Fabre, qui est professeure de littérature médiévale à Nanterre, et musicienne par le passé, donc voilà, qui a une grande sensibilité au son, aux sonorités, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les cours du CIM, hein, qui reprennent là, et notamment aux vacances de Toussaint, avec des stages de différents niveaux, de chant grégorien, de poésie lyrique courtoise, etc. Bon, tout ça, c'est sur le site du CIM. Sinon, pour ma part, j'ai une conférence dans le cadre du festival d'un collègue à Montpellier, le 15 octobre à la médiathèque Émile Zola. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Gisèle, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à toi de m'avoir accueilli dans cette émission. On remercie bien évidemment Louis, comme d'habitude, pour la préparation de cette émission. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao!